Alors, bienvenue tout le monde à cette session qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on parlera de la vie intime et sexuelle des patients après le cancer. Alors, je suis accompagnée de... Alors, je vous laisse vous présenter. Bonjour, docteur Damien Mascret. Donc, je travaillais notamment au Wellness Lab à l'hôpital américain pour les femmes qui ont des cancers du sein, plus spécifiquement. Mais évidemment, comme je suis sexologue, je travaille aussi sur d'autres domaines, sur Armolib notamment. Et donc, et vous me voyez parfois sur ma casquette journaliste aussi, pour ceux qui se disent sa tête me dit quelque chose alors que je ne l'ai pas consulté. Simplement ça. Et moi, je suis Cédric Lebacle, urologue à Bicêtre et aussi à Gustave Roussy. Et je m'occupe principalement des cancers, mais aussi j'accompagne des patients pour le côté conséquences sexologiques du cancer. Et moi, donc Colette Casimir, je suis donc patiente experte, ingénieure en éducation thérapeutique du patient et actuellement en thèse de doctorat que je vais soutenir au mois de juillet sur la vie intime et sexuelle des femmes après le cancer. Alors, si je suis là, c'est parce que j'ai vécu l'épreuve du cancer colorectal à 3 reprises. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est un peu mon introduction, je me suis rendu compte que c'est un sujet, même après 2 récidives, les soignants n'en parlaient absolument pas. Ça ne faisait absolument pas partie des sujets. Pour moi, c'est un impensé de notre système médical, de notre système de soins. Et ce que j'ai constaté également, puisque je suis membre de l'association Patients en réseau, avec Laure Guéraud-Acolas, nous avons créé mon réseau cancer colorectal, puisque j'ai été co-responsable de ce réseau. Eh bien, lorsqu'on a voulu aborder ce sujet au sein de notre réseau, on s'est rendu compte de la difficulté que même avec des patients qui vivent la même chose que vous, hein, parce que quand vous êtes dans une association de patients, eh bien, les gens se parlent facilement. On parle de caca, on parle de nos comment dirais-je, nos problèmes fécaux, en fait. Le fait qu'on a des impériosités, on n'a aucune gêne de parler de ça, et on s'est rendu compte que parler de la sexualité, parler de la vie intime, c'était un sujet difficile. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a fait, aujourd'hui, je vais avoir 64 ans au mois de mai, de me lancer dans une thèse de doctorat parce que je me suis dit, il faut absolument que des patients apprennent le sujet à bras le corps pour justement faire émerger ce sujet-là. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet avec Damien, qui va donc nous parler de son cycle du désir. Alors. On fait comment? C'est interaction pendant qu'on parle? C'est interactif, mais pas devant l'écran. Toi, ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez interrompre, lever la main à tout moment. De toute façon, je vais le présenter rapidement pour que ça laisse beaucoup plus de place aux questions, puisque la séquence est assez courte, vous l'avez vu, et vous pouvez avoir des questions très spécifiques à poser. Donc effectivement, la santé sexuelle est importante, puisque dans l'enquête VICAN 2, 2 ans après le cancer, et VICAN 5, 5 ans après, on voyait par exemple que, alors pour la stat que j'ai en tête qui concerne les femmes qui avaient un cancer du sein, non, c'était tout cancer, pardon, 50% des femmes avaient des troubles du désir, chute de libido, voire absence de libido totale, des troubles de l'orgasme, difficulté à accéder à l'orgasme, la moitié des femmes aussi. Et on avait ça 2 ans après, et quand on regardait les statistiques 5 ans après, c'était la même proportion. Et ce sont des troubles qui n'étaient pas présents avant le cancer, et qui apparaissait après. Ce qui ne veut pas dire que ce qui a été en germe avant, évidemment, ne réapparaît pas au moment où on est en difficulté. Comme toujours, quand les eaux sont basses, eh bien, toutes les aspérités réapparaissent. Donc, comment je fais avec les patientes qui peuvent après venir, évidemment, en couple avec leur partenaire, homme ou femme d'ailleurs. Je leur explique un petit peu comment fonctionne le désir. Et ça permet d'avoir un support de discussion, à la fois pour les patientes pour s'interroger elles-mêmes, mais aussi pour en discuter avec leur partenaire. Donc, comment ça marche, ce petit cycle, qui est de moi, mais à partir de tous les travaux en sexo depuis une vingtaine d'années, et même plus. Vous avez en bleu le désir sexuel spontané et également le désir sexuel réactionnel. Ça, c'est très important parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de couples fonctionnent au bout d'un moment
où l'un des deux recharge ce que j'appelle la batterie du désir beaucoup plus rapidement que l'autre, et donc a envie d'un rapport sexuel beaucoup plus tôt que l'autre. Ce qui fait que l'un des deux est demandeur, et l'autre doit être répondeur, oui ou non, ce qui n'est pas une position confortable, d'ailleurs ni pour celui qui est toujours en position de demander, ni pour celui qui est toujours en position qui a un peu l'impression de devoir dire oui ou non à chaque fois. Bref, en tout cas, on considère aujourd'hui en sexologie que si vous êtes en désir sexuel réactionnel, ça n'est pas une difficulté en soi, à partir du moment où votre désir arrive à s'enclencher. Je commence par le haut, désir sexuel spontané. Donc on ressent cette envie de sexualité, avec ou sans partenaire d'ailleurs, et donc ça crée une motivation pour la sexualité. Et vous allez voir pourquoi c'est un cycle, c'est très important, parce qu'on est motivé pour la sexualité à partir du moment où c'est une activité satisfaisante. Si c'est plus satisfaisant de regarder une série sur Netflix, d'aller se promener dehors quand il fait beau, ou de lire un livre, ou de rien faire, ou de se reposer, évidemment que la compétition va être rude dans notre cerveau et qu'on n'aura pas envie de sexualité. Si on n'est pas le premier, effectivement, à avoir cette motivation sexuelle, on peut être amené, et c'est le petit carré vert, le deuxième carré vert, initiation par le partenaire, c'est-à-dire que votre partenaire sollicite justement un petit moment intime, ou un grand moment. Dans ce cas-là, étape très importante, la disponibilité. C'est-à-dire qu'on va checker rapidement, inconsciemment dans son cerveau, est-ce que je suis disponible physiquement, mentalement, émotionnellement ? Alors évidemment, dans le cancer, quand on est fatigué par les traitements, la fatigue physique peut faire, ou hors cancer d'ailleurs, à partir du moment où on est fatigué, on peut être moins disponible. Alors je ne dis pas qu'il faut être disponible, feu vert sur tous les plans, mais il faut être, comme on dit en sexo maintenant, assez disponible. Il faut que je sois assez disponible physiquement, assez disponible mentalement, assez disponible émotionnellement. Si c'est le cas, on entre vraiment dans le cycle, AS c'est acte sexuel, donc on entre vraiment dans la sexualité. Les stimulations adaptées, ça veut dire, c'est une étape aussi très importante, recevoir les stimulations dont j'ai envie et donner à mon partenaire ou ma partenaire les stimulations dont elle a envie. Ça invite à explorer l'imaginaire érotique de chacun, les pratiques sexuelles, etc., pour celles qui sont d'accord, évidemment. Donc on explore vraiment, on s'interroge vraiment sur ce qui me ferait plaisir, ce dont j'ai envie. Ensuite, l'excitabilité, ça c'est l'excitation. C'est un peu j'ai mis en jaune comme les autres, mais c'est un peu la boîte noire de l'organisme. Est-ce que mon excitation va monter ou pas au cours de l'acte ? Parfois ça monte pas, parfois on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas ça ne marche pas. À tout moment, évidemment, je rappelle aux patientes qu'on peut sortir de ce cycle. Ce n'est pas parce qu'on a commencé qu'on est obligé de finir. On peut vraiment s'arrêter à tout moment. Si ça ne marche pas ce jour-là, ça ne marche pas ce jour-là. Ensuite, il y a 2 étapes qui sont délicates aussi, effectivement, le lâcher-prise et la présence dans l'instant. Notamment parce qu'on peut avoir des rappels, on peut avoir des douleurs, par exemple. Vous avez vu les petites étapes lubrification ou érection chez les hommes, on va en parler avec Cédric, mais il peut y avoir effectivement des rappels qui nous empêchent de rester présents dans les sensations, la sensorialité, la sensualité. Et pareil, lâcher prise, si initialement votre disponibilité mentale n'était pas totale, c'est vrai que ça peut être parfois compliqué à certains moments, on peut se déconnecter de la relation avec l'autre ou avec son corps, et donc ça complique le déroulement du cycle. Et puis enfin, on termine par la satisfaction. Alors avant, les sexologues aimaient bien la facilité orgasmique. Il y avait orgasme ou pas, ça marchait, ça marchait pas. Aujourd'hui, on est un petit peu plus subtil, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a plusieurs satisfactions possibles. Il y a évidemment la satisfaction sexuelle, le plaisir sexuel. Il y a le plaisir, la satisfaction émotionnelle, du moment qu'on a passé ensemble avec son ou sa partenaire. Et puis la satisfaction du ou de la partenaire. Et là, je dis attention, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que votre partenaire doit être satisfait. Évidemment, c'est mieux s'il l'est ou si elle l'est. C'est surtout dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que votre partenaire a besoin que vous ayez une certaine satisfaction, un certain plaisir. Si vous ne l'avez pas, son propre cycle aura du mal à fonctionner parce qu'il y a un effet miroir. Et quand on a une relation sexuelle, une relation intime avec quelqu'un, on a envie que l'autre ait aussi du plaisir, passe un bon moment, en tout cas dans les couples qui fonctionnent harmonieusement, évidemment. Je ne parle pas des couples dysfonctionnels ou des psychopathes qui n'en ont rien à faire, évidemment, de l'autre, ou qui objectifient. Donc la satisfaction partenaire, il faut prendre un petit peu plutôt dans l'autre sens. C'est pas vous avez l'obligation, il n'y a aucune obligation dans tout ce cycle, vous n'avez pas l'obligation de satisfaire votre partenaire, mais vous-même devez vous préoccuper de votre plaisir et votre satisfaction si vous voulez que votre partenaire ait lui aussi un cycle qui fonctionne harmonieusement. Et puis tout ça fait que si ça se passe assez bien, et finalement, la fois suivante, votre cerveau, quand il va checker est-ce que oui ou non je penche pour une activité sexuelle, ça vaut la peine. Oui, finalement, c'est un bon moment qu'on passe, donc ça vaut la peine. Vous voyez, il y a eu du désir, il y a eu du plaisir,
Donc pourquoi pas, même si ça a été du désir réactionnel. Voilà, je vous ai fait le survol rapidement du cycle pour laisser la place soit aux questions, soit on enchaîne. Je ne sais pas comment tu veux qu'on procède. Est-ce qu'à ce point-là, vous avez des questions? Moi, je vais y revenir pour justement donner des éclairages par rapport à ce que j'ai appris au travers des confidences, des entretiens que j'ai eus avec les femmes que j'ai interviewées. Je vais y revenir pas mal. Si vous n'avez pas de questions, allez. J'ai une question. Dans le cadre de traitement, pour le cancer, hommes et femmes confondus, est-ce qu'à un moment donné, ce cycle du désir peut être altéré? Et si oui, à quel moment? Oui, c'est en particulier le cas avec la disponibilité. On peut avoir des traitements qui fatiguent aussi. Hein. Donc là, en termes de disponibilité physique, on peut avoir une disponibilité qui est compliquée. On a des traitements qui interagissent aussi avec la lubrification. Donc là aussi, évidemment, la sécheresse vaginale fait que la pénétration peut être douloureuse. Et évidemment, il ne faut pas de pénétration douloureuse. Dans ce cas-là, on doit faire autre chose. D'où l'importance d'avoir exploré l'imaginaire érotique, les stimulations adaptées, de trouver ce qu'on peut faire d'autre, parce qu'on peut faire bien d'autres choses, heureusement. Donc, à l'étape de lubrification, ça peut aussi être perturbé. Puis, à partir du moment où la cognition est un petit peu perturbée, c'est vrai aussi que certains traitements perturbent un petit peu la cognition. Donc, ça aussi, j'ai presque envie de dire que toutes les étapes peuvent l'être, hein, mais je me suis centré sur celle où c'est en tout cas en pratique le plus fréquent. Alors, je rajouterai en fait que c'est vrai qu'il y a les traitements, mais il y a également tout ce que vit le patient, en fait. Très clairement, il y a beaucoup de patients qui ne supportent plus d'être touchés. Pourquoi? Parce que, comme ils disent, le toucher médical, en fait, a altéré leur toucher érotique parce qu'on les touche pour leur faire mal, en fait. Pour les patients qui ont vécu les parcours de soins, les prises de sang, qui des fois on rate la veine, la piqûre dans le pack qui peut faire hyper mal. Enfin, bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais vraiment, il y a pas que les traitements, il y a aussi le vécu du parcours de soins, et puis également la transformation que vivent les patients. Parce que l'épreuve du cancer, c'est pas juste des traitements, c'est aussi ce que l'on ressent, cette épée de Damoclès de la récidive aussi que l'on a dans la tête. Et donc, les personnes sont bouleversées à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils en veulent aussi des fois à leur corps, hein, en fait. Parce qu'il y en a qui le vivent comme une trahison, parce que quelquefois, on n'a pas vu venir ce cancer. D'accord? Et donc, du coup, tout ça a forcément un impact sur la façon dont on se sent dans son corps. Et au-delà de la pénétration, de l'activité sexuelle avec ou sans pénétration, déjà là, on peut avoir un blocage et tout ça. Donc, bon, j'aurai l'occasion d'entrer dans les détails, mais il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. D'accord ? Et est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut apporter par rapport à certains traitements qui pourraient contrer justement les effets sur le plaisir ? Alors, tout n'est pas effectivement... On ne peut pas tout contrer. Par exemple, quand vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. On peut s'adapter, c'est ce que vous faites en permanence dans votre vie quotidienne. C'est valable aussi pour la sexualité. Et c'est vrai que si on commence sa journée avec une batterie d'énergie à 20%, il va falloir choisir où est-ce qu'on va mettre ces 20%. Donc, il y a vraiment un choix important à faire. Il faut aussi choisir le moment, effectivement, où je ne dirais pas forcément que le désir est plus fort parce qu'il est souvent réactionnel, hein. Il est rarement spontané, mais ça dépend des personnes. Donc il peut y avoir des adaptations, de même que les lubrifiants peuvent être utilisés pour ceux qui veulent absolument avoir une pénétration malgré la sécheresse, par exemple pour celles qui ont des sécheresses vaginales ou des choses comme ça. Et puis surtout, et c'est vrai que ce que tu viens de dire me l'évoque, moi, j'insiste souvent aux gens pour réérotiser leur corps, ce qui est une étape vraiment importante, puisqu'effectivement, le corps a été médicalisé. On a créé, pour se protéger d'ailleurs, une certaine distance avec son corps, ce qui est tout l'inverse de ce qu'on veut faire dans l'activité sexuelle ou au contraire érotique, où on doit renouer avec les sensations agréables du corps. Et il y a quand même un déclic à avoir, c'est-à-dire un moment où la seule personne, alors je sais bien que séparer le corps et l'esprit, ce n'est pas forcément très malin et très juste, mais en tout cas, il y a un moment où vous devez autoriser votre corps à éprouver des sensations agréables, ce qui souvent s'est éloigné.
Et les sensations agréables corporelles, parfois, c'est renouer avec des activités qui peuvent être aussi bien, quand il fait beau, le soleil sur la peau, si on peut, le vent, les massages pour ceux qui peuvent renouer avec des massages, la danse, qui est une activité aussi. De toute façon, je demande toujours qu'est-ce que vous aimiez faire, quoi. Et très souvent, on se rend compte que, je dis la danse parce que très souvent, j'ai des patientes qui disent « mais moi, j'adorais danser, je ne danse plus ». Et le simple fait de rebouger son corps, tout seul d'ailleurs, hein, de se faire plaisir ou de danser, à partir du moment où on réérotise le corps, je ne dirais pas qu'on contre l'effet des traitements, évidemment. Hein, quand on a envie de vomir, on a envie de vomir. Hein. Voilà, ce n'est pas le moment idéal pour la sexualité, évidemment. Mais en tout cas, en acceptant d'autoriser son corps au plaisir, on facilite aussi à nouveau une nouvelle étape de réérotisation. Je dirais également que quand on n'a pas envie, on n'a pas envie aussi. Je veux dire, quand on est en traitement et qu'on n'a pas envie, ça ne doit pas être, comment dirais-je, si vraiment on n'a pas envie d'avoir une activité sexuelle et tout ça, c'est OK également, d'accord ? Il y a des soins supports qui permettent, si on a un problème avec son image de soi, comme je le disais tout à l'heure, le fait que le toucher médical a altéré le toucher érotique et tout ça, et qu'on a une image avec les cicatrices que l'on a sur le corps, on a l'impression de ne plus être la même personne parce que notre corps est marqué par la maladie. Eh bien, dans les soins supports, il y a, comme disait Damien, en fait, vraiment différentes activités qui peuvent être faites. Il y a la danse, comme on dit, mais il y a aussi, par exemple, il y a des patientes qui font, par exemple, de l'effeuillage. C'est-à-dire qu'il y a des soins de support très particuliers qui permettent aux femmes de se reconnecter avec une certaine érotisation d'elles-mêmes, en fait, voilà, c'est vraiment l'art-thérapie aide également à ça. D'autres questions ? On va donner la parole. Donc, alors vas-y. On va te donner la parole. Bonjour. Alors vous disiez quand on n'a pas envie de faire l'amour, on n'a pas envie. Bon, ça c'est évidemment, je suis d'accord. Cela dit, je pense que ce qui est important, je suis oncosexologue aussi, association Étincelle. Ce qui est aussi important, c'est il ne faut pas qu'il y ait de frustration. Bon, si on est en couple, c'est éviter la frustration. Parce que là, il peut y avoir des problèmes de couple qui s'installent. Donc si l'un et l'autre n'ont pas spécialement envie, bah, tout va bien, on s'en fout, on n'est pas obligé, ce n'est pas un besoin vital, hein, la sexualité. Les besoins vitaux, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est boire, dormir, manger et respirer. Donc bon, ce n'est pas forcément faire l'amour. Hein. Mais là où ça commence à devenir compliqué, si par exemple vous êtes en couple et que le partenaire ou la partenaire est frustré, ou même la personne elle-même, elle a envie, sauf ça lui fait mal, et voilà, et elle ne peut pas, la pénétration lui fait bon. Sachant que, mais ça j'imagine que vous l'avez dit, la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Mais voilà, donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut éviter, c'est la frustration, et c'est pour ça qu'il faut communiquer avec son ou sa partenaire. Vraiment, savoir où en est chacun. Et je leur donne souvent, dans les petits questionnaires que je leur donne, des pratiques. C'est l'occasion de se réinterroger sur les pratiques. Vous avez des cotations à faire. Hein. Qu'est-ce qui m'excite un peu, beaucoup à la folie, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus souvent et qu'est-ce que je serais d'accord pour essayer, par exemple. C'est un échange très fructueux dans le couple parce que, outre le fait qu'on se réinterroge soi-même, ce qu'on n'a pas toujours fait d'ailleurs, ça permet de rééchanger sur « Ah tiens, toi tu aimes ça, tu aimerais essayer ça, ah, ça t'excite beaucoup, ah, ben, j'aurais pas pensé ». Et donc ça réouvre le répertoire, le menu, si on peut dire. Effectivement, comme tu dis, il n'y a pas le plat de résistance, c'est absolument pas la pénétration. On redécouvre une sexualité à deux. Oui, moi j'aimerais... j'ai pas pu venir avant parce que j'étais occupée. Diriger. C'est pas grave. Diriger les gens. Voilà, je voudrais juste vous demander, si vous l'avez dit, bah, tant pis. Mais si vous connaissez le Mona Lisa, je suppose, et comment on peut y accéder ? Moi, ça fait quelques mois que j'essaie d'y accéder et je ne sais pas où aller pour que ce soit remboursé, d'une part, vu le cas de métastatique, et donc de savoir quel est le processus pour avoir droit au Mona Lisa. Je te donne la parole, tu sais. Non, Mona Lisa ? Non, mais c'est pas remboursé. Il y a des centres qui en ont. Donc, si vous êtes soigné dans un centre qui en a. Après, il faut demander à votre gynécologue ou à votre cancérologue si vous pouvez. Et là, malheureusement, c'est le laser, hein, c'est ça, c'est le traitement au laser. Alors là,
Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'abord d'aller voir un gynécologue qui fait ça, pas n'importe qui, parce que maintenant, vous passez devant des trucs de, comment ça s'appelle, de beauté. Alors, on vous remonte le, je sais pas quoi, le front, machin, le truc, et on vous fait aussi du laser vaginal. Moi, je pense qu'il vaut mieux quand même aller voir un spécialiste, un gynécologue, etc. Après, bah oui, c'est un coût. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est certaines patientes qui m'ont dit qu'elles négociaient. Donc, ça peut se négocier, parce qu'il faut savoir que c'est quand même entre... Oui, autour de 300 € la séance, quoi. Donc, il en faut 2 ou 3 pour que ça fasse effet. Alors, pour s'envoyer en l'air 1 000 €, c'est quand même pas mal, quoi. C'est pas évident. Donc, et encore, parfois, il faut recommencer. Il y en a pour qui c'est définitif, il y en a, il faut recommencer. Et quand même, mon devoir est de vous dire que ça ne marche pas à 100%. Hein, donc, bon, ça marche, hein, j'en sais rien, je n'ai pas les statistiques, mais je dirais à 70-80%, c'est vrai, ça vaut le coup d'essayer, mais ça ne marche pas à 100%. Il y a des femmes qui ont essayé, ça ne leur a rien fait. Voilà. J'ai juste à ajouter que je suis allée voir un gynécologue, c'est lui qui m'a pris en charge au début, ça faisait 25 ans que c'était mon gynécologue. Il a importé le Mona Lisa des États-Unis il y a maintenant une dizaine d'années, et que je ne retournerai pour rien au monde chez lui. Voilà, c'est un Margoula. Voilà. Et puis vous dire qu'on peut passer par Gustave Roussy. Je sais que Curie, où moi je suis traitée, n'a pas le système Mona Lisa, mais je n'irai pas en ville. Je veux absolument être prise en charge par la paix. Très bien. On va passer... Alors moi, je vais m'intéresser aux hommes et je dis merci aux hommes qui sont courageux d'être venus. Mais vous vous rendez compte qu'aussi que la sexualité, ça peut aussi être important pour les femmes. Alors, moi, je vois surtout des hommes et c'est aussi de l'éducation que je leur fais. Parce que les hommes viennent me voir en consultation pour dire j'ai plus de libido ou j'ai plus d'érection. Et ils se focalisent absolument sur l'érection. Donc après, je leur explique que la sexualité, c'est pas que l'érection et la pénétration. Et pourquoi on fait de la sexualité, c'est pour rechercher le bien-être. Quelques chiffres, 4 chiffres, c'est premier, le déficit sexuel est la première source de détresse des patients. 60% des patients qui sont traités pour un cancer de la prostate disent que l'activité sexuelle est importante. Et au moment du diagnostic, 40% ont déjà une dysfonction érectile. Donc vous n'êtes pas tout seul. Et quand on leur pose la question, il y a 68% des gens qui disent « Je suis prêt à négocier pour la survie liée au cancer si vous rétablissez une sexualité correcte. » Donc vous voyez que c'est important. Comment il peut y avoir des conséquences? C'est soit les traitements, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la chimio ou aussi le traitement des conséquences. Ça peut aussi être le traitement d'une dépression qui peut avoir des conséquences sur l'érection ou sur la libido. Après, c'est plus spécifique pour les cancers de la région prostatique ou rectale, qui peuvent être la radiothérapie ou la chirurgie. Les deux, pour les cancers colorectaux, on peut aussi avoir des conséquences sur l'innervation. Et les solutions, je vais faire très peu de diapos pour laisser place aux questions. Voilà, j'expliquais la sexualité. Pourquoi on fait de la sexualité? C'est pas pour avoir un acte de pénétration, c'est pour avoir une source de bien-être qui peut passer par tout autre mécanisme que la pénétration. Il existe évidemment des prises en charge médicamenteuses. Ça, tout le monde le connaît, tout le monde l'aborde. Mais pour ces traitements-là, ce qu'il faut surtout, c'est un accompagnement et une explication de comment ça fonctionne. Parce que si vous les prenez comme ça, juste sans explication ou accompagnement, ça ne fonctionnera pas. Mais surtout, le plus difficile à traiter, c'est la libido. Et c'est une ancienne étude, et après l'équipe en a publié une ou deux autres, mais c'était la plus importante, que des patients traités pour un cancer de la prostate. Donc, des patients qui avaient une hormonothérapie, c'est-à-dire qu'ils ont une testostéronémie complètement à zéro. Chez ces patients, on leur proposait un programme d'activité physique sur 12 semaines et malgré une testostérone à zéro, il y en avait 1 sur 5 qui récupérait une libido. Donc finalement, par l'activité physique, c'est 150 minutes d'activité modérée par semaine, c'est-à-dire 70% de la fréquence cardiaque maximale, de la marche rapide, de la natation, du vélo,
accompagné d'étirements, accompagné de séances de musculation un petit peu. Grâce à cela, sur 12 semaines, vous pouvez récupérer une libido correcte. Et donc ça m'aide beaucoup pour les patients qui sont traités pour un cancer de la prostate, car on ne peut pas leur donner de testostérone. Pour les autres, les chimios, les traitements généraux peuvent altérer la libido, et avec l'activité physique, c'est valable aussi pour les femmes, hein, on peut récupérer une libido correcte qui permet d'avoir une activité sexuelle du couple. Il y a aussi d'autres soins de support, on en parlait. La sophrologie, le neurofeedback dynamique, la sexologie et la réflexologie qui peuvent avoir des actions sur la sexualité. Vous voyez plein d'options thérapeutiques qui ne sont pas nécessairement médicamenteuses. Toute cette prise en charge est au centre de ça. Hein. Si vous accompagnez le patient pour qu'il supporte mieux le traitement, ça l'aidera aussi dans sa qualité de vie générale. Et s'il a une bonne qualité de vie, il peut avoir une sexualité meilleure. C'est un cheminement. Il faut d'abord accepter, surmonter la peur de l'échec, puis retrouver une intimité variée avant de redécouvrir le plaisir autrement. C'est step by step. On ne va pas tout récupérer d'emblée après l'arrêt des traitements. Voilà ce que je voulais vous dire. Avez-vous des questions spécifiques par rapport à cette partie-là, avant qu'on revienne sur des sujets? Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, Catherine, voilà, c'est qu'en fait, il est important d'avoir en tête que la sexualité avant que le cancer ne se soit déclaré est un élément à prendre en compte. Comment était la vie intime et sexuelle au sein du couple avant? Et en fait, moi, par rapport aux travaux que j'ai menés, très clairement, les couples pour qui avaient une communication, je dirais, naturelle quelque part sur ces aspects-là, c'est clair que lorsque le cancer est arrivé, ils ont été facilités à en parler, à trouver des solutions pour s'adapter et tout cela. D'accord? Donc, quand il n'y avait pas de communication avant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de communication après, lorsque le cancer s'est manifesté, mais pour ça, on a besoin d'être aidé. Et c'est là qu'entrent en jeu les sexologues, etc., pour faire en sorte que quelque chose qui ne s'était jamais produit vraiment au sein du couple, eh bien, puisse se faire. Et ça peut effectivement être vraiment quelque chose de génial parce que à l'épreuve du cancer, eh bien, le couple se rapproche. Et c'est ce que j'ai pu aussi découvrir à travers certains témoignages, le fait que l'après-cancer a rapproché le couple. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas les dessouder tellement ça les a soudés. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que pour certaines, la pénétration ne peut pas avoir lieu, par exemple, parce que c'est juste impossible, tellement les douleurs sont fortes, mais ça a ressoudé le couple, ça leur a permis de se découvrir autrement, par des caresses, par des attentions. C'est pour ça que pour moi, il y a sexualité et puis il y a l'intimité aussi, qui est vraiment essentielle à garder dans l'esprit. Et il ne faut pas oublier les personnes qui sont seules. Je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent justement que les thérapies qu'on leur a proposées n'étaient pas adaptées vraiment à des femmes, entre guillemets, célibataires. Parce que comment vous rencontrez quelqu'un lorsque vous avez le cancer? Faut-il le dire? Ne faut-il pas le dire? Il y avait ça également. Et quand vous avez l'habitude de rencontrer votre partenaire sur des applications comme Tinder avant le cancer, eh bien, après le cancer, c'est très compliqué. Il y en a qui m'ont expliqué que vraiment, c'est un stress pas possible, quoi, parce que quand vous rencontrez un partenaire sur Tinder, par exemple, eh bien, c'est la sexualité, des fois un petit porno où la personne veut de la sodomie, etc., et des douleurs et tout ça. Et donc, en fait, il y a ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a aussi qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire? Il y a certaines femmes qui décidaient de ne pas le dire parce que
elles estimaient qu'elles n'allaient pas rencontrer quelqu'un. Il y en a d'autres qui ont eu, par exemple, un cancer gynécologique et que la pénétration faisait qu'elles avaient des hémorragies qui pouvaient être assez importantes. Et donc, elles ont développé des stratégies pour, je dirais, casser la fréquence où elle a rencontré quelqu'un qui était loin, et donc, du coup, ça réduisait la fréquence. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas de figure aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc, c'est vraiment au cas par cas, c'est totalement au cas par cas. Et pour les hommes aussi, parce que je suis sexothérapeute, donc j'accompagne également les hommes aussi en oncosexo, vraiment se détacher de cette notion de l'érection qui est la seule chose qui existerait. En fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'érection qu'il n'y a pas de plaisir. Les sensations, même sans érection, sur le toucher, sur les caresses, avec une verge au repos, et ben, elles sont là, les sensations. Et je pense que c'est vraiment un message qu'il faut transmettre, et même en dehors du cancer. C'est-à-dire que, bon, là, on est vraiment autour du cancer, mais d'une manière générale, je pense faire une éducation, et c'est ce que disait Cédric, qu'effectivement, ce message-là, il faut commencer à le faire, à mon avis, chez les jeunes, en disant que bah voilà, la sexualité, elle ne tourne pas autour de la pénétration, qu'elle ne tourne pas autour que de l'érection, qu'il y a des sensations. D'ailleurs, on le voit, puisque le désir réactionnel, bah, il commence souvent avant l'érection. La preuve qu'il y a bien des sensations, et donc ça ne s'arrête pas quand il n'y a plus d'érection. Je pense que tous ces messages-là au niveau des hommes, parce que je vois que souvent les hommes n'osent pas consulter. Moi, souvent, j'ai des femmes qui viennent me voir même pour leur conjoint, pour leur mari, en me disant j'aimerais le convaincre, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, etc. Et j'ai des messieurs qui passent jamais à l'action et qui sont très honteux et très dans le mal-être. Donc n'hésitez pas aussi à en parler, leur dire qu'ils sont pas seuls et qu'il y a des solutions et qu'il y a des accompagnants. Voilà, je pense que c'est vraiment un message qu'il faut passer, parce qu'on aide beaucoup les femmes, mais je trouve que les hommes aussi sont un peu délaissés, et c'est pour tout le monde la sexualité, hommes et femmes, donc voilà, il faut en parler. Alors, je voulais juste dire que j'étais tout à fait d'accord. Simplement, l'érection pour un homme, c'est vraiment symbolique, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on parlait d'impuissance, qui est pas très jolie. Maintenant, on parle de dysfonction érectile. Mais je pense que psychologiquement, ça caractérise vraiment l'état d'un homme qui n'a pas d'érection. Il se sent impuissant. Ça veut dire qu'il se sent plus homme. Moi, j'ai une phrase un peu vulgaire, mais je trouve qu'il résume bien. C'est un peu « je bande donc je suis », quoi. Donc, c'est terrible d'ailleurs. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est vachement intéressant. Depuis petit, éduquer. Je crois que c'est vraiment une question d'éducation et d'information. Mais c'est vrai qu'un homme qui n'a plus d'érection, psychologiquement, pour lui, il a honte, il a l'impression que ça se voit. C'est terrible, quoi. Par rapport à une femme, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus profond chez un homme, l'érection. C'est vraiment symbolique de sa puissance, de sa caractéristique d'homme, etc., etc. Et ça, pour casser ça, on le fait, hein. J'imagine que tu le fais, moi aussi. Mais ça ne prend pas 10 minutes, quoi. Vous parlez de... Bonjour, je travaille dans une association qui accompagne les femmes qui ont un cancer du sein. En fait, j'ai plusieurs questions. En fait, alors la première, c'est pourquoi le passage par le sexologue pour le cancer du sein, par exemple, n'est pas une obligation, en fait, un passage obligé pour les patients, parce qu'on a l'impression que c'est super oublié. Hein, ni le psychologue. Ni le psychologue d'ailleurs. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est fait pour l'autre? Parce qu'on demande souvent à la personne comment vas-tu, mais le conjoint. Je crois avoir lu un jour que le pourcentage de divorce dans le cancer du sein était supérieur, et que certainement. Voilà. Et la dernière question, c'est que nous, on a tenté de financer des groupes de parole, on en a un peu parlé tout à l'heure, docteur, des groupes de parole autour de la sexualité, ça n'a pas fonctionné. Et comment pourrions-nous faire pour qu'on arrive à ces groupes de parole autour de la sexualité? Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Ça reste malgré tout un sujet qui devrait être un sujet comme un autre, hein, la santé sexuelle, pourquoi pas, mais qui reste tabou, qui reste intime. On confond souvent en plus la sexualité qu'on a avec la personnalité de quelqu'un, voire avec sa valeur dans la société. Bref, tout ce qui devrait être à la fois du côté ludique, intime, exploratoire, et un petit peu bridé par tout ça. Donc c'est vrai que ça n'est pas toujours simple. C'est vrai aussi que les statistiques, celles que j'avais en tête, c'était de l'ordre de 15%, je crois, des couples qui avaient tendance à se séparer ou à se distendre, 30%, le double, qui avait tendance à se renforcer énormément, et le reste qui restait relativement stable. Donc effectivement, chaque parcours, chaque trajectoire, c'est le thème, chaque trajectoire va être individuelle.
Et c'est vrai que quand on fait des enquêtes pour savoir, que ce soit côté soignant d'ailleurs ou côté patient, on se rend compte que les gens attendent des choses assez simples finalement. Ils attendent d'abord, évidemment, mais encore plus qu'ailleurs, la confidentialité, parce qu'on touche, comme on l'a dit, à l'intime. Ils attendent la compétence et parfois des soignants ne se sentent pas suffisamment formés, donc plutôt que de vous ouvrir la porte, ils ne vont pas en parler, alors qu'il suffirait de dire « c'est légitime, je vous pose la question et si vous voulez, je vous adresse à quelqu'un parce que c'est important pour la vie en général, donc il faut vraiment en parler ». Et puis la troisième chose, c'est l'empathie, parce qu'on s'attend aussi à ne pas être jugé dans sa sexualité. Or, là aussi, beaucoup de soignants qui ne sont pas interrogés sur eux-mêmes eh bien, pourraient avoir tendance à projeter leur propre opinion, leurs propres idées, leurs propres jugements, ce qui évidemment nuit à la sexualité. Je tiens à préciser quand même que pour le cancer du sein, il y a beaucoup d'actions qui sont faites. À l'occasion d'Octobre Rose, il y a même eu un projet de loi, une loi qui va sortir ou qui est en train de sortir pour un panier de soins support particuliers pour le cancer du sein. Et il faut savoir que pour tous les autres cancers, il y a vraiment énormément à faire parce qu'on n'est pas, je dirais, les femmes qui sont, les hommes d'ailleurs, qui sont affectés par d'autres cancers. C'est vrai que ça existe, le cancer du sein pour les hommes, mais c'est vrai que c'est minime. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau du traitement de la vie intime et sexuelle, ça doit concerner tous les cancers. Je le dis parce que quand on n'a pas un cancer du sein, on est dans la panade. D'accord ? Donc, je comprends ta question, mais il faut bien mettre les points sur les i. Il y a vraiment beaucoup à faire pour tous les autres cancers. Voilà, je tiens à le dire. Je voulais ajouter, je ne sais pas si vous avez vu passer la slide, mais finalement, il n'y a que 35% des patients qui peuvent parler de sexualité avec leur médecin, soit la moitié à leur initiative, soit l'autre moitié à l'initiative du patient. Vu l'importance du sujet pour tous les cancers, je pense que ça devrait être quelque chose qu'on devrait proposer de manière systématique, comme la préservation de fertilité pour les jeunes patients, en fait. Après, il faut avoir les ressources derrière pour leur dire « je souhaite être pris en charge ». Eh bien, où les adresser? Pour l'instant, il n'y a pas de vraies ressources possibles, quoi, en fait. Donc, les 35% dont il parle pour les hommes correspondent à 16% pour les femmes. Donc, en plus, il faut le reconnaître, les femmes ne parlent pas assez. Les hommes ne parlent pas assez, mais c'est quand même 35% global quand on voit ce que les soignants parlent avec les hommes et que les hommes parlent aux soignants. Les femmes, là, vraiment, elles sont assez mutiques. Donc, il y a aussi... Comment? Elles n'osent pas parce que c'est un sujet hyper tabou, quoi. Hyper tabou. Et puis, ce que me disent beaucoup de femmes, vous êtes en vie, ce que leur disent certains soignants, vous êtes en vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, voilà, exactement. Il y en a même qui, quand elles en parlaient, ils avaient l'impression que les soignants les prenaient pour une nymphomane. D'accord? Donc, c'est difficile. C'est vraiment un sujet difficile. Mais moi, je pense, avant que les choses changent, eh bien, là, je parle pour ma chapelle, là, les femmes, hein, parce que je trouve que vraiment, on n'en parle pas assez. On doit être un peu plus, je dirais, active. C'est vraiment, je veux dire, pour moi, la vie intime et sexuelle, c'est comme boire et manger, respirer. Il n'y a pas de raison de laisser de côté cette partie de sa vie. Je ne parle pas forcément de la pénétration, parce que, parlons de la pénétration, beaucoup des femmes que j'ai interviewées, il y en a pour qui la pénétration, ce n'est pas possible. Il y en a d'autres, pour pouvoir être pénétrées, sont obligées 2 jours avant de planifier avec leurs copains et de dire leur partenaire que dans 2 jours, on va le faire. Donc 2 jours avant, elles sont obligées de mettre des lubrifiants, des trucs et des machins et tout ça. Et comme elles me disent, c'est un stress, elles ne sont pas détendues et tout ça. Donc franchement, c'est compliqué, quoi. Et pour aller plus loin, il y en a qui ont trouvé la solution. Quand la pénétration n'est plus possible, eh bien, elles me disent, pourquoi ne pas trouver un homme qui a des problèmes d'érection, pas d'érection du tout,
d'accord, qui a un cancer de la prostate. Non, mais vraiment, je vous assure. Non, mais je vous assure, c'est à ce point-là, vraiment. Et il y en a même qui disent, et pourquoi pas une femme, des femmes qui sont hétérosexuelles et qui envisagent de devenir lesbiennes parce qu'elles veulent pas, elles ne peuvent plus supporter la pénétration et elles veulent être à l'aise avec ça. C'est un peu la solution finale, quoi. Mais bon, non, je voulais simplement dire que effectivement, ce n'est pas le rôle des médecins, des oncologues. Ils sont là pour soigner le cancer, ils sont pas là pour faire un cours de sexo, et ça, on le comprend tous. Simplement, moi, ce que je leur dis quand j'ai l'occasion, c'est que, par exemple, quand ils énumèrent quelques effets indésirables des traitements, comme, je sais pas, la fatigue, les nausées, les machins, ils pourraient juste dire le mot, peut-être des problèmes sexuels, enfin, etc., etc. Rien que de l'entendre. Rien que de l'entendre psychologiquement, le patient se dit « Ah, je peux en parler, ça m'ouvre quelque chose ». Et là, effectivement, après, ils peuvent diriger sur des sexologues, des psys, enfin, j'en sais rien, des urologues, des gynécos, enfin, des gens qui sont plus compétents. Mais ce que je veux dire, au moins, dire le mot, l'évoquer. C'est tout, on ne leur demande pas de leur faire un cours, peut-être qu'ils n'y connaissent rien, et puis il y en a qui ne sont pas très à l'aise, et puis tout ce que vous voulez. C'est normal, ce n'est pas leur boulot. Hein, chacun son boulot. Mais au moins qu'ils évoquent, au même titre que les nausées, encore une fois, la fatigue, les douleurs musculaires, problèmes sexuels, etc. Comme ça, dans la foulée. Ça suffit. Je pense que ça suffit pour ouvrir une petite porte. Le patient comprend que ça peut être des conséquences du traitement et que ce n'est pas de son fait. Il faut que tu saches que je participe à beaucoup de conférences sur le sujet où il y a beaucoup de soignants. Quand je propose ce type de solution en session plénière, eh bien, il y a un blocage qui se fait. C'est-à-dire que c'est pas... Mais c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut que le patient se sente autorisé à en parler. C'est le terme que j'utilise. Autorisé à en parler et ne pas se sentir honteux d'en parler. Il suffirait que de ça pour ouvrir la porte. Moi, j'ai un cancer du sein. L'IGR, ils ont un parcours pour qu'on passe une journée complète avec plein d'ateliers, ce qu'ils appellent le parcours transition pour nous préparer à l'après-cancer. Et dans le cadre de ce parcours, on a un atelier sur la sexualité où on nous invite même à contacter la. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et ça permet, on sait que si on veut, on peut contacter et on nous met à disposition aussi les PowerPoint de la présentation. Ils sont d'ailleurs dispo libres sur Internet. Et ça permet aussi d'ouvrir le débat, quoi. Mettre en place des sessions d'effeuillage, justement. Je lui avais suggéré ça. Effeuillage, oui. Ah ouais. Ouais. Je sais qu'on le fait beaucoup dans d'autres associations. J'arrive. Oui, avant-hier, j'étais à Arras parce qu'il y avait les journées oncologiques des soins de support pour la région Hauts-de-France. Et il y avait aussi une intervention sur ce sujet-là. Et c'était un soignant, c'était un modérateur donc, sur le plateau qui demandait à ce qu'effectivement ce soit dit qu'il était possible d'envisager ces problématiques sexuelles dès la consultation d'annonce. Mais bon, moi j'ai eu un cancer du sein. Quand on vous dit que vous avez un cancer, vous n'écoutez rien d'autre quasiment. Donc je pense qu'il y a la notion de temporalité. Effectivement, si l'IGR propose quelque chose, c'est pas tout de suite et c'est dans l'après-cancer. Donc c'est vrai que idéalement peut-être, mais moi je pense que, on était plusieurs à se dire, on comprend les réticences des médecins à ce moment-là. Et nous en tant que patients, je pense que c'est quelque chose à envisager dans préhabilitation de la suite en fait. Voilà. Tu as raison, c'est vrai qu'il y a de la temporalité, mais il y a, justement, c'est un sujet que nous abordons, nous, au sein de l'association Patients en réseau où je suis. En fait, il y a une façon dont l'oncologue pourrait, parce qu'on voit l'oncologue, mais tellement souvent, quoi. Donc, à un moment donné, il pourrait dire... Pas toi ? Enfin, pendant la phase de traitement, je parle. Bon, OK, enfin, moi, je les voyais peut-être trop, alors... Donc, mais on les voit, en fait, on voit l'oncologue, je dirais, quand même régulièrement, d'accord ? Et donc, à un moment donné, il pourrait dire, eh bien, sachez que vos traitements pourraient éventuellement
avoir un impact sur votre vie intime et sexuelle. Si tel est le cas, sachez que ici, vous pouvez consulter telle et telle personne. Il y a plusieurs façons de faire. C'est ça que je veux dire. Et puis, lorsque dans votre tête, vous êtes prêt à en parler, vous savez que vous pouvez en parler. C'est juste que vous vous dites, eh ben, je peux en parler, quoi. C'est un sujet, quoi. C'est vraiment un sujet, je peux. Alors oui, j'ai déjà fait cette réflexion sur un atelier d'hier. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, en tant que je ne suis pas du tout du médical, hein, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donner ce qu'on voudrait, c'est que les patientes aient un maximum d'informations qui soient répétées plusieurs fois. Et il n'y a pas que l'oncologue, il y a le psychologue, il y a la dame à l'accueil, il y a le manip en radiothérapie, il y a tous ces gens-là qui, à un moment, s'ils sont informés et qui peuvent, parce que la patiente, à un moment, va... je sais pas, elle va se dire, tiens, j'ai envie de parler de sexologie, pourquoi pas, enfin, j'ai envie de faire une activité physique adaptée, et ben que tout le monde dans le parcours du patient puisse répondre, donner l'information, et ça, malheureusement, enfin, nous, on le voit pas beaucoup. Hein. Je suis d'accord avec toi, ça, ce serait le monde idéal. Effectivement, ça, ce serait super. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je suis suivie à l'IGR également, et pour un cancer du sein aussi. On ne m'a jamais proposé ce genre de choses. Donc, en fonction des oncologues, je pense que le discours est différent. Et il y a des oncologues qui vont être beaucoup plus à même de proposer des soins de support et le bien-être du patient, et d'autres qui vont directement traiter sans... Et si vous ne posez pas la question, et ben derrière, vous n'avez rien. Alors, l'IGR, effectivement, ils sont très bien, mais je pense que ça dépend vraiment de la personne. Ce qui s'est passé aussi, c'est le radiothérapeute qui m'a proposé ce parcours-là, qui est la journée après cancer. Et j'avais vu qu'il existait et je comptais de toute façon le demander. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'oncologue, mon oncologue m'en avait pas forcément au début parlé, il m'en a parlé ensuite. Donc, si je peux me permettre, moi, j'ai la double casquette, et côté pro-sexothérapeute et parcours cancer. Parce que j'ai eu un cancer du col de l'utérus, donc forcément, ma sexualité, elle a été impactée. J'ai la chance d'être suivie sur Paris, alors que je n'habite pas Paris. Je suis suivie à Curie. Ce que je constate, c'est que dans les grandes villes, en fait, aujourd'hui, il y a du support, de plus en plus. Curie, Roussy, voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a du support. Le problème, c'est la campagne. Moi, voilà, j'ai cette chance d'être suivie sur Paris, et encore que, vous voyez, moi, je suis suivie à Curie, donc je sais qu'il y a une sexologue, une oncosexologue sur Curie, mais comme je n'habite pas à Paris, pardon, en fait, on me l'a pas proposé, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui se font, voilà, sur Paris même, etc., où on les propose aux patientes qui sont proches, mais beaucoup moins aux patientes qui sont en campagne ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi le message qui est important pour les soignants, les hôpitaux, etc., c'est de ne pas hésiter de parler des associations qui vont avoir des supports en sexologie, et de ne pas hésiter aussi à dire qu'on peut trouver en fait en campagne, en visio, voilà, des sexothérapeutes et des sexologues indépendants qui peuvent accompagner. Alors je sais qu'il y a aussi un problème de budget, mais au moins d'en parler, encore une fois, d'ouvrir la voie sur le fait de, OK, si nous, on ne peut pas vous le proposer, sachez qu'il y a des solutions. Et bon, l'idéal serait d'avoir des annuaires, ce genre de choses. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça va venir, je pense. Mais d'ouvrir la voie et effectivement, pas négliger la santé physique, la santé mentale et la santé sexuelle. Elles doivent être toutes les trois sur le même plan. Et je pense que plus on va en parler, plus ça va évoluer. En sexologie, toi, Catherine, et toi, vous faites des téléconsultations. Voilà. Et ça marche. Et à l'hôpital américain, par exemple, moi j'ai fait des petites conférences en interne qui étaient ouvertes à tout le monde. Donc il y avait aussi bien l'oncologue que l'assistante. Tout le monde pouvait venir à ces réunions en fin de journée qui étaient simplement, comme je vous l'ai présenté rapidement, au cycle du désir, pour que tout le monde finalement dans l'établissement, enfin ceux qui veulent, hein, on force personne, mais que tout le monde soit sensibilisé au fait que c'est tout à fait légitime d'en parler, que surtout quand quelqu'un nous tend la perche, il ne faut pas l'envoyer promener, hein, comme ça arrive parfois. C'est ouais, vous verrez, c'est pas important. Non, il a fait un effort quand même pour en parler, alors qu'on l'a dit, c'est tabou et intime, donc que c'est légitime, et donc il faut vraiment saisir la perche quand elle est tendue, mais que tout le monde soit sensibilisé à ça, effectivement, c'est vraiment très important. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur les patients qui sont traités à Paris mais qui ne vivent pas à Paris. Nous, à la Ligue contre le cancer, on a un comité par département.
Donc c'est notre force, c'est notre fonctionnement, ce qui nous permet en fait de pouvoir accompagner chaque patient, chaque proche sur son territoire. Et en l'occurrence, on a un site internet commun où vous pouvez mettre votre numéro de département. Et là, en fait, ça va vous afficher tous les soins de support. Et aujourd'hui, les questions de fertilité, qui sont plutôt traitées à l'hôpital, mais les questions de sexualité sont de plus en plus abordées. Et donc, dans votre campagne, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, potentiellement, le comité de votre département propose peut-être des choses. Je sais que dans le 78, il y a eu un webinaire sur les questions de sexualité, que comme c'était un webinaire, on a facilement pu le relayer. Je sais que moi, j'ai des patients de mon comité à Paris qui ont participé à ce webinaire, et c'était des hommes. J'ajouterais également que dans les associations de patients, eh bien, souvent on parle du sujet. Par exemple, nous, à Patients Réseau, eh bien, on a des groupes dédiés à la discussion de la vie intime et sexuelle. Et pour nous, c'est très important de pouvoir échanger avec les patients pour les informer. On organise des webinaires, etc., de façon à ce que vous sachiez que c'est possible, et de façon à ce que vous puissiez ne pas attendre que le soignant vous en parle, mais que vous prenez le leadership, quoi. Oui, ceux qui verront, c'est ça qu'il faut. Ceux qui verront ça en replay, n'hésitez pas, donc on l'a vu, à contacter les associations, la Ligue, oui, votre établissement, parce qu'effectivement, parfois, on ne vous l'a pas proposé, simplement parce qu'on a considéré, dans toute la patriarchie ambiante, que ce n'était pas important pour vous. Voilà, on ne vous a pas laissé le choix. Donc, si c'est important pour vous, vous avez évidemment le droit, sinon le devoir, en tout cas, d'essayer d'avoir des informations là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Et puis, simplement, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question sur le partenaire ou la partenaire. C'est vrai que moi, quand je vois les patientes la première fois toute seule, je leur dis, vous pouvez venir avec votre partenaire, évidemment, si vous le désirez. C'est votre choix. Sachez que tout ce qu'on sera dit restera entre nous. Si vous voulez réaborder des thématiques qu'on aura discutées, vous le ferez devant lui et là, on en parlera à 3. Et puis, ça peut être une fois, lui ou elle d'ailleurs, ça peut être une fois et la fois d'après, vous revenez toute seule si vous voulez. Enfin, bref, on laisse vraiment le choix. Alors, c'est peut-être un peu différent, effectivement, quand on parle des troubles de l'érection. Je ne sais pas là si les hommes amènent leur partenaire. Je ne sais pas comment vous faites dans votre établissement. C'est possible dans les deux sens. C'est-à-dire, parfois, l'homme n'ose pas en parler et c'est sa partenaire qui l'amène en disant essayer de trouver une solution ou au moins essayer de lui expliquer que pour moi, finalement, ce n'est pas ça qui est important et ils ressortent tous les deux gagnants finalement. Voilà, les femmes sont géniales, c'est vrai. Hein. Ouais, voilà, d'autres questions ? Juste une information, je ne crois pas me tromper, madame, vous parliez des annuaires. C'est le rôle des dispositifs spécifiques régionaux du cancer de faire des annuaires. Et donc, s'il n'y a pas d'annuaire dans votre région, il faut pousser ces dispositifs à le faire. Ils doivent le faire. Ils ont des financements pour ça. Et si ce n'est pas fait, ce n'est pas normal. Alors, il est exactement 14h30, mais on peut prendre encore une question ou deux. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas de questions, nous vous remercions, n'est-ce pas ? Hein ? Merci.